Ok. Bonjour à tout le monde. Merci de nous rejoindre pour ce deuxième épisode de la saison 4 des Learning Happy Hour 100% online maintenant. On est ravis de vous accueillir, ceux qui sont en direct avec nous et ceux qui nous verront en replay incessamment sous peu. On a le plaisir, l'honneur et l'avantage de recevoir aujourd'hui William Pérez, qui va nous causer d'un sujet absolument passionnant qui est l'immersive learning. Serious Factory est un des leaders de ce thème, de ce sujet qui s'est bien approprié. Notre gratitude vient à lui directement pour avoir accepté de démarrer finalement cette saison en tant que premier expert témoin de nos Learning Happy Hours saison 4. Merci William, bienvenue. Merci, On, merci à vous. non, c'est très sympa d'avoir accepté. Voilà, puisqu'on teste à la fois la solution 100% online et le fait de découper finalement nos Learning Happy Hours cette année en 25 épisodes successifs, de façon à permettre à tous d'avoir une flexibilité pour venir se connecter et éventuellement de venir revoir, revisiter ce que l'on aura capturé aujourd'hui. Alors peut-être Philippe, quelques éléments techniques pour ceux qui n'auraient pas tout suivi. Oui, alors surtout que les retardataires arrivent. Bonjour Antoinette, Bonjour, bonjour Bonjour Émilie. Émilie. salut William. Ça faisait longtemps. Ah oui, Les retrouvailles. Donc j'en profite pour dire à tous ceux qui nous rejoignent juste maintenant, et je vois que ça arrive, voilà, on n'avait pas de raison de désespérer de l'arrivée de nos abonnés. Donc bonjour à ceux qui sont en direct, bonjour à ceux qui vont nous revoir en replay. Oui, donc pour les premiers qui utilisent notre outil GoToWebinar, j'ouvre le micro à tout le monde et vous avez donc la possibilité de nous interrompre et de nous poser des questions quand vous le voulez, sans avoir besoin de lever la main. Par contre, si vous êtes dans un environnement où il risque d'y avoir des portes qui claquent ou des collègues qui rigolent, vous pouvez couper votre micro par vous-même et le rouvrir quand vous voulez poser la question. Si vous avez envie de nous faire un petit coucou en ouvrant votre webcam, vous pouvez. Nous, on laisse les nôtres ouvertes. Et je vais de ce pas donner la main donc à William, qui va nous présenter sa vision de l'immersive learning et de ce que ça impacte en formation. Alors une petite seconde et je donne la main à William. Voilà, tu dois avoir la main. Très bien. Alors, vous me direz quand vous verrez mon écran. C'est fait. C'est bon? Ouais. Très bien. Alors, je referme ça. Voilà. Merci encore une fois pour cette invitation. Alors pour nous, c'était une évidence que de faire partie de ces invités sur ce sujet-là. Évidemment, nous avons rédigé ensemble un livre blanc justement sur ce sujet, sur cette thématique de l'immersive learning. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous invite à le télécharger et on verra ça plus tard. Mais ce sujet-là est un des domaines de prédilection pour nous. C'est l'axe prioritaire de notre développement, de notre R&D. Pour ma part, je suis président directeur général de Serious Factory, fondateur de l'entreprise, qui va l'année prochaine fêter ses 10 ans. Et le Déjà, positionnement... Oui, pardon. déjà, Oui. déjà 10 ans. Déjà, ah oui, 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 excuse-moi, j'avais pas entendu, mais oui, bientôt 10 ans, effectivement, l'année prochaine. Il va falloir qu'on s'y penche d'ailleurs, pour savoir ce qu'on va faire. Mais en fait, la culture de l'entreprise a été initialement vraiment portée sur la 3D depuis le début de l'entreprise, déjà par mon parcours, pour ceux qui me connaissent. Mais j'ai baigné dedans quand j'étais tout petit, comme on dit. Et l'utilisation de la 3D au service de la formation, ça a toujours été une de mes passions.
Et donc, naturellement, l'entreprise colle à cette passion-là et à cette vision. Et en fait, si on s'intéresse à la formation, et plus précisément la formation professionnelle, on, la plupart des cabinets de consulting vous le diront que quand on touche à de la transformation d'entreprise, et c'est plutôt la thématique dans ces sujets d'immersive learning, c'est plutôt la transformation et l'opérationnel des entreprises. Il faut, pour que ça fonctionne bien, que la formation soit efficace, continue, pérenne, qu'on puisse modifier et faire évoluer les contenus pédagogiques et les outils du dispositif d'apprentissage au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise aussi, en tout état de cause, au moins viser un ROI et initialement identifié avant même la conception de ce dispositif. Et le problème qu'on a identifié chez Serious Factory, c'est que la plupart des solutions que vous avez mis, Alors, il y a quelqu'un qui parle sur William, donc ça, faut couper le micro. Merci. Pour saluer ceux qui viennent de nous rejoindre, dont Martine, bonjour, et pour vous préciser donc que le micro de tout le monde est ouvert, donc vous pouvez le couper par vous-même si vous avez un peu de bruit de fond ou si vous voulez continuer à discuter avec vos collègues à côté. Voilà, mais j'ouvre le micro de tout le monde justement pour pouvoir interrompre William et lui poser des questions pendant sa présentation. Très bien, merci. Donc oui, j'expliquais que dans ce contexte de formation digitale, et c'est un peu historique, hein, essentiellement en France, c'est qu'on a depuis des années focalisé les attentions sur l'acquisition des connaissances. Il y a énormément de solutions, la quasi-totalité, et des acteurs qui conçoivent des dispositifs digitaux et les entreprises qui les consomment se sont focalisés sur l'apprentissage et l'acquisition des connaissances. Et puis, depuis tout petit, depuis l'école, hein, on a des diplômes, on a un enseignant qui nous enseigne quelque chose. D'ailleurs, c'est le même discours pour tous les apprenants, ce qui est contraire à tout ce qu'on connaît aujourd'hui, et indépendamment de son vécu, du vécu de chaque étudiant. Et puis, en sortant d'études, certifié ou pas, hein, diplômé, il a toutes les connaissances, et puis on lui dit, bah, vas-y, maintenant, tu es sur le terrain, et tu mets en pratique. Et puis, tu es bac plus 5, bac plus 7, bac plus 10, donc il ne doit pas y avoir de problème. Mais finalement, il ne sait rien faire parce qu'on a négligé une partie essentielle qui est l'entraînement. Faute de moyens, hein, ce n'est pas une volonté, c'est simplement que les entreprises ne peuvent pas se permettre d'entraîner en permanence, de manière continue et évolutive, l'ensemble de leurs salariés. Et donc, cette phase d'entraînement que nous avons ciblée davantage, en tout cas par nos solutions, c'est pour nous le chaînon manquant de la formation qu'on tente de résoudre. C'est la thématique de notre livre blanc rédigé donc avec ILD. Donc, pour focaliser un peu plus sur ce séminaire web, on pourrait se poser la question de la réalité virtuelle. Alors, on ne va pas défricher les vocabulaires, hein, ce n'est pas l'objet, mais c'est plutôt d'essayer de voir les tenants et aboutissants, comment s'en servir. La réalité virtuelle, c'est généralement ce qu'on voit dans un casque de réalité virtuelle, hein, les casques immersifs qui existent sur le marché depuis un certain temps, et qui permettent d'être immergés dans un environnement totalement virtuel, réalisé en images de synthèse avec un ordinateur, avec des contenus plus ou moins réalistes. Ça peut être aussi d'ailleurs des films à 360 qui vont être des vrais environnements, mais on va être projeté dans un environnement désynchronisé par rapport à la réalité, pas en temps réel, on est vraiment dans un environnement virtuel à un instant T et quand on le souhaite. J'ai une question justement, William. Oui. Est-ce qu'on est obligatoirement dans le cadre d'un casque de réalité virtuelle ou est-ce qu'on peut avoir une version dégradée juste sur son écran d'ordi? Alors, là, ça va être la notion de l'immersion qui va être dégradée. En fait, on peut très bien avoir sur un ordinateur, sur une tablette en 2D, donc, et la possibilité de se déplacer dans cet espace et de tourner autour de cet espace avec le doigt, avec la souris, peu importe le moyen de navigation. Mais on peut effectivement être immergé dans un espace virtuel, mais qu'on appellera plus immersif quand on est vraiment à l'intérieur de cet espace. Et c'est là vraiment la grande avancée qu'il y a eu depuis les casques Oculus Rift qui ont permis justement d'être à l'intérieur de cet écran. On avait déjà des prémices avec le relief hein, à l'époque qui nous immergeait un peu plus et qui nous faisait faire des interactions réelles avec des objets virtuels et d'être immergé intellectuellement. Hein. C'est vraiment être désynchronisé par rapport à la vraie vie
pour simuler la réalité. Et c'est bien là l'intérêt, faire appel à tous les sens possibles pour le plus possible simuler la vraie vie et de s'entraîner au quotidien et de manière régulière quand on le souhaite. Cette réalité virtuelle fait appel à différents types de 3D, donc la notion de 3D, hein, des images de synthèse. On va appeler le premier type de 3D, c'est la 3D qu'on appelle précalculée. C'est ce que tout le monde connaît depuis toujours, en fait, depuis qu'il y a l'informatique. Ça va être des images de synthèse calculées de manière la plus réaliste possible. C'est utilisé généralement dans les films d'animation, dans les publicités. Il n'y a plus aucune publicité pour un produit aujourd'hui qui n'a pas d'image de synthèse et travaillée par ordinateur, hein. Donc des images photoréalistes, des effets spéciaux, des films. Vraiment l'avènement de l'image de synthèse qui a vraiment été démultiplié sur le marché. Et avec l'apparition des écrans en relief, ça a été avec Avatar. Et c'est ça qui a vraiment démocratisé les images de synthèse, le relief et l'immersion dans un monde virtuel. Alors, comment? Très sympathique, le garçon. Oui, vous aurez reconnu, j'imagine. Donc, c'était le petit clin d'œil à Avatar. À côté de ça, on a ce qu'on appelle la 3D temps réel. Alors, comme son nom l'indique, les objets qui vont être toujours virtuels, donc le maillage de ces objets, vont s'animer en temps réel et se déformer en temps réel. C'est ce qui est le plus généralement utilisé pour travailler du comportemental, parce que le précalculé nécessite trop de temps de calcul. Vous imaginez 25 images par seconde, le temps de calcul, c'est pour ça que des films en images de synthèse prennent autant de temps à être travaillés, hein. Mais c'est surtout très restrictif, la 3D précalculée, parce qu'on doit prévoir à l'avance toutes les possibilités d'animation, toutes les combinatoires possibles d'une animation. Si on prend la 3D temps réel et l'exemple que j'ai à l'écran ici d'un entretien, on pourrait imaginer un entretien de recadrage, un entretien d'embauche, peu importe. Les émotions faciales qu'on va vouloir travailler pour ce cas-là ne peuvent être travaillées qu'avec de la 3D temps réel de manière la plus sérieuse possible. Je prends un exemple, on sait faire en précalculé quelqu'un qui va être joyeux, comme on le voit ici avec Mr Bean, qui sourit. On sait le faire sourire, et puis après avoir souri, on sait lui donner une émotion faciale de quelqu'un dubitatif. Mais comment vous faites pour mixer les deux? Faire quelqu'un qui sourit de manière dubitative. Donc il y a tellement de compositions d'émotions faciales qu'il serait impossible de calculer à l'avance toutes les animations qu'on va vouloir activer au moment voulu. Donc la 3D temps réel permet ça, et de travailler, pourquoi pas, les non-dits dans un dialogue qui correspond quand même à plus de 60% dans un discours, hein, dans un dialogue. Et donc il faut savoir qu'on s'entraîne aujourd'hui sur 40% d'un dialogue, parce qu'on ne travaille pas en temps réel. Et c'est pour ça d'ailleurs que le présentiel, les formations présentielles sont la meilleure solution aujourd'hui pour travailler ça, et travailler l'aléatoire dans les réponses de notre interlocuteur et travailler donc des relations interpersonnelles par la pratique. C'est très utilisé dans les jeux vidéo, dans les serious games, les simulateurs évidemment, et avec comme contrainte qu'il faut savoir s'adapter à toutes les cibles visées par ces dispositifs, leur équipement informatique et puis aussi leur disponibilité. Aujourd'hui, c'est le multicanal, tout le monde est partout, ça doit fonctionner sur tout type de support parce que c'est l'évolution des médias, du média au sens large qui est comme ça. Alors la réalité augmentée, c'est donc un objet virtuel dans un espace réel. Alors l'espace réel qui va pouvoir être filmé avec son smartphone, avec sa tablette. Donc on va filmer un environnement et mettre en surimpression de manière la plus réalistiquement intégrée dans cet espace. Alors on nous a vacciné cet été avec les Pokémon, hein, avec des objets virtuels dans un espace. Mais en fait c'était du faux réalité augmentée puisque vous pouviez tourner et l'objet était toujours face à vous, donc il n'était pas vraiment positionné, localisé dans un espace. C'était simplement au milieu de votre écran et puis c'est tout. Mais des usages un peu plus professionnels, on va dire, comme dans le domaine du tourisme, hein, là vous voyez un visuel où on va avoir en surimpression, juste en regardant une rue, différentes informations. Vous avez des musées qui utilisent énormément ces dispositifs. Mais aussi dans l'industrie. L'industrie
commencent à vraiment utiliser cela pour de la documentation technique, pour de la formation sur des produits, où on va filmer un objet ou regarder en temps réel un objet avec la caméra. Et par-dessus, donc l'application va reconnaître l'objet et ajouter des informations de type séquence de démontage de l'objet. Donc, on va apprendre étape par étape en regardant réellement l'objet, ce qu'il faut faire, ou détection d'interaction avec des liens actifs sur un objet vraiment réel qu'on va regarder avec la caméra. Je peux me permettre, Toyota vient de faire ça pour certains de ses véhicules. S'est rendu compte qu'utiliser les multiples boutons du tableau de bord, c'était un peu compliqué. Donc maintenant, tu peux prendre ton téléphone et tu passes ton téléphone au-dessus de ton tableau de bord et en surimpression, tu as l'explication de ce bouton-là sert à ça, ce bouton-là sert à ça, etc. Oui, donc dans la formation de l'utilisateur, la prise en main du véhicule, c'est de plus en plus utilisé aujourd'hui. On commence à voir aussi d'autres usages. Par exemple, vous avez une voiture, donc vous avez déjà acheté une voiture et puis vous allez vouloir voir ce que ça va donner avec telle nouvelle jante que vous voulez acheter. Vous allez regarder votre roue et avoir en surimpression sur votre voiture une nouvelle jante. Vous regardez l'équipement intérieur d'un véhicule utilitaire, etc. Donc c'est vrai que ça a des usages très intéressants dans le domaine de l'industrie, d'une part parce que les industries mécaniques, on va dire, sont déjà utilisent déjà de manière très régulière la 3D, évidemment, donc connaissent bien ces domaines-là et puis possèdent les objets 3D qu'ils ont fabriqués. Et puis parce qu'au niveau innovation, entre l'aéronautique, l'automobile et toutes les industries lourdes au sens large, c'est déjà quelque chose dans les usages depuis très très longtemps. Alors, il y a la réalité virtuelle aussi, hein, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, qui va nous immerger cette fois dans un monde interactif et virtuel. On va là, dans cet exemple, on va interagir avec un personnage, on peut même mixer avec de la reconnaissance vocale. Tous les smartphones aujourd'hui sont équipés de reconnaissance vocale, donc on peut imaginer des scénarios de vraies interactions où on n'aura plus besoin de cliquer sur des propositions déjà définies à l'avance pour avoir qui nous mettent dans un scénario mais on va vraiment interagir et reconnaître et avoir un moteur de conversation, un moteur conversationnel qui va analyser ce que vous allez poser comme question et qui va y répondre intelligemment au travers soit de voix déjà enregistrées puisqu'on connaissait des réponses, mais ça peut être aussi de la synthèse vocale. Alors demain, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir encore plus de mixité de tous ces usages, il va y avoir de la virtualité augmentée. Alors la virtualité augmentée, c'est l'inverse de la réalité augmentée, c'est-à-dire que dans un espace virtuel, on va voir des gens réels qu'on peut imaginer filmés sur fond vert ou avec des capteurs de mouvement, et on va voir des vraies personnes dans un espace virtuel. Alors on peut imaginer des visites d'appartements, ça commence d'ailleurs à s'y intéresser depuis maintenant quelques années et de manière encore plus soutenue maintenant, la visite virtuelle. On va rajouter de l'intelligence artificielle ou ce qui va même aller jusqu'à ce qu'on appelle le machine learning. Donc, au fur et à mesure des expériences et des tentatives quand on va s'entraîner dans une situation, dans une expérience, l'application va apprendre et focaliser les attentions sur le delta à apprendre et ne pas refaire des exercices ou des mises en situation qu'on maîtrise déjà. Et donc accélérer encore la compétence et l'acquisition des compétences des apprenants. Les moteurs conversationnels, on va commencer à mettre de l'olfactif pour pousser encore plus l'immersion sur tous les sens. Il existe aujourd'hui des boîtiers olfactifs qui vont synthétiser des odeurs et on sait très bien maintenant depuis plusieurs études qui ont été faites sur le sujet que la mémorisation passe par aussi les émotions et on se souvient avoir senti une odeur dans notre enfance en étant à un lieu. Il suffit des années plus tard de ressentir cette même odeur et on se remémore le lieu. Donc la mémorisation passe par tous les sens, évidemment. Le toucher, on va commencer à avoir des objets tactiles et de captation de mouvement. L'information affective et puis bon, il y a énormément. D'ailleurs, je vous invite à regarder la dernière publication du Gartner sur les technologies émergentes de 2016 qui auront un avenir important dans le domaine du digital learning. Il y a pas mal de choses qui sont écrites sur le sujet. C'est assez passionnant là où on va. Ça va aller vraiment très très loin. Mais
Chaque chose en son temps, comme on dit. Alors, comment on apprend? C'est un vaste débat, mais en fait pas tant que ça, puisqu'il y a quand même maintenant pas mal d'études qui expliquent et qui expriment les meilleures manières de créer des dispositifs d'apprentissage efficaces. Il y a une étude de l'OCDE en 2012 qui nous a donné un certain nombre de conclusions et qui nous explique qu'il y a 7 principes majeurs qui devraient être présents dans un environnement d'apprentissage, et pour qu'il soit efficace en tout cas, et réellement considéré comme efficace. Le premier, c'est de considérer l'apprenant au centre de dispositif. L'environnement d'apprentissage doit faire en sorte que les apprenants soient ses principaux participants, les participants essentiels. On doit l'encourager, on doit encourager leur implication, on doit faire en sorte qu'ils aient envie d'apprendre et de comprendre leur activité apprenante, là où on veut les emmener en fait. Ensuite, le dispositif doit être de nature sociale, c'est-à-dire que il sera efficace si on encourage activement de la coopération entre les différentes personnes qui doivent apprendre. C'est pour ça d'ailleurs que la formation présentielle fonctionne le plus aujourd'hui, parce qu'on échange, on apprend beaucoup en échangeant des expériences des autres. Et donc l'aspect social a une forte importance et l'aura de plus en plus avec les outils d'aujourd'hui. Les émotions, j'en parlais tout à l'heure, qui vont être vraiment très importantes dans la formation professionnelle. Et on doit être conscient des motivations des uns et des autres. Et ça passe aussi par les émotions, parce que quand on vit quelque chose qui nous génère beaucoup d'émotions, on va s'en souvenir d'autant plus parce qu'on va associer l'instant à l'objectif atteint. Et ça, c'est intéressant au niveau mémorisation. Évidemment, la reconnaissance donc des différences individuelles, chacun étant différent et en totale contradiction avec l'apprentissage scolaire, chacun étant différent, ayant un vécu différent, ayant un bagage cognitif différent et des objectifs et un avenir différent, je ne vois pas comment il pourrait y avoir une seule explication et une seule formation pour tout le monde et qu'elle soit la même. Donc chaque personne doit être considérée de manière individuelle. Et c'est pour ça qu'il y a des tests avant même de démarrer une formation digitale. Et idéalement, le contenu de ce que la personne va apprendre doit s'adapter automatiquement et considérer ces différences pour optimiser l'apprentissage de chacun. Mais qui néanmoins doit, ce dispositif, permettre de faire évoluer tout le monde. Et tout le monde étant différent, c'est là la difficulté, c'est un même dispositif doit donc être adaptatif et en temps réel pour pouvoir tirer tout le monde vers le haut, donner l'impression d'avoir toujours appris quelque chose, donc pousser à apprendre, mais en donnant l'envie d'apprendre et en étant conscient qu'on apprend. L'avant-dernier point sur l'évaluation, qui ne doit pas être simplement post-formation. D'ailleurs, j'en profite, là, il y a un truc qui m'a toujours énervé dans les formations présentielles aujourd'hui, c'est qu'on note le prof, alors qu'on s'attend tous à être notés. Ce qui serait un peu plus logique puisque c'est nous qui venons apprendre, mais c'est assez rare quand même. J'ai encore suivi des formations il n'y a pas très longtemps et on en est encore à noter la qualité du cours. Donc c'est des choses qu'il faut travailler et tout au long du parcours de formation qui de toute façon doit être continu et y compris la mise en œuvre sur le terrain de tous ces apprentissages, on doit avoir des boucles de retour. Et enfin, l'important, c'est aussi de faire en sorte de transposer, de savoir transposer ce qu'on a appris dans un dispositif particulier et transposer ça à sa vie de tous les jours. Alors, l'immersive learning permet déjà de gagner du temps puisqu'on est transposé déjà dans un univers de notre quotidien. C'est ce que permet le virtuel. Mais on doit aussi favoriser la réflexion intérieure, d'essayer d'inventer de nouvelles choses en partant de ce qu'on a pu apprendre et donc de transposer sur d'autres usages. Donc la réalité virtuelle pour le digital learning a évidemment un potentiel assez important puisqu'on va pouvoir immerger les gens dans leur environnement et pas dans des cas d'école où ça va être très problématique pour les gens moi j'ai suivi une formation il n'y a pas très longtemps sur la vente et on nous a mis dans des cas d'exercice après avoir appris la méthode
ben toi tu vas être le vendeur de voyage et puis toi tu vas acheter le voyage et puis il y a un troisième qui regarde et puis après on fait un débriefing. Le problème c'est que moi je vends des chaussures au quotidien et je vais pas du tout utiliser et savoir transposer. Ça va me demander un effort intellectuel trop important et je vais en perdre le sens en fait. Donc la réalité virtuelle, et quand les outils sont faits pour ça, va pouvoir permettre de reproduire l'environnement dans lequel je veux que les gens soient formés. Et c'est ça qui est très intéressant, évidemment interactif le plus possible, et sans risque, au sens, je vais pouvoir tester, faire des erreurs sans aucun risque. On imagine une formation dans le médical, c'est un peu dommage si on fait ça dans la réalité pour s'entraîner, on ne peut pas se permettre de perdre un patient, évidemment, alors que dans le virtuel, il n'y a pas de problème. Si je peux Donc me on permettre, c'est apprend pourtant ce qui est fait à des l'hôpital, erreurs. hein. Comment? Oui, oui, Les parfois oui. internes s'entraînent sur des vrais gens, hein. Oui, oui, mais alors disons que de moins en moins maintenant, puisqu'on sait qu'il y a des outils comme ça, mais c'est vrai que l'essai-erreur est très important dans la mémorisation et dans l'apprentissage. On apprend toujours de ses erreurs, hein, faut pas se leurrer. Tous les parents qui disent à leurs enfants, mais écoute-moi parce que moi je suis déjà passé par là et il faut pas faire l'erreur. Non, ça marche pas. Il faut faire l'erreur pour apprendre. Alors évidemment, que ce soit le moins coûteux pour les uns et les autres, mais ça permet en tout cas de ne pas prendre de risques et de se lâcher. D'ailleurs, le présentiel aussi, c'est un peu problématique. Parfois, on nous demande de faire des rôles d'acteurs, et c'est pas vraiment ça qu'on ferait dans la vraie vie. Le virtuel peut nous permettre de débrider un peu les élans des uns et des autres et de faire plus que ce qu'on ferait en présentiel parce qu'on va se lâcher complètement et faire ce qu'on ferait dans la vraie vie. Alors, si c'est une bonne alternative, pourquoi c'est pas utilisé un peu plus dans le monde professionnel? Bah Ben, oui. tout simplement parce que le monde de l'entreprise a des préjugés, comme dans toute transformation digitale et dans toute transformation d'état d'esprit et des acquis. On a un peu du mal à changer l'état d'esprit quand on est habitué à quelque chose. Mais néanmoins, d'ailleurs, on a écrit un livre blanc hein, sur le sujet, vous verrez, c'est 10 mythes sur l'immersive learning. Mais quand on fait des sondages et qu'on demande pourquoi vous n'utilisez pas plus le serious game, les simulations, la réalité virtuelle, etc., ben c'est toujours un peu pareil. C'est long à mettre en place, ça nécessite trop de monde dans mon entreprise, en interfaçage avec vous, prestataires, pour travailler ces sujets-là. On n'a pas les compétences, c'est long, c'est trop cher. C'est trop cher. De toute façon, c'est sûrement trop cher puisque c'est beau, c'est propre, c'est vachement mieux que ce que j'avais avant. Donc forcément, c'est trop cher. C'est pas efficace. De toute façon, ils me le disent tous et puis ils veulent tous faire du présentiel de toute façon. Bon, ils peuvent pas, mais ils veulent le faire quand même. Donc, c'est Je forcément sens pas qu'il y a du efficace. Il vécu faut pas là. changer. Hein, comment? Il y a du vécu là. Ah oui, 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 bien sûr, il y a du vécu, évidemment. Et puis c'est difficile à mettre à jour de toute façon. Moi, je sais parce que j'avais fait 200 modules en Flash et puis maintenant je me les retrouve sur le bras. On peut rien faire. De toute façon, la boîte à qui j'avais donné à faire ça, elle n'existe plus maintenant. Donc, je vais quand même pas me lancer encore une fois dans ces trucs-là, évidemment. Et puis c'est pour les jeunes, c'est pas pour nous. On va pas jouer, nous. C'est pas possible. Donc, un certain nombre comme ça de mythes. C'est trop technique, ça demande trop d'intégration dans mon système d'aujourd'hui et ça s'intègre pas. Ma plateforme LMS, elle va jamais supporter ça. Et puis j'ai pas envie d'en parler au DSI parce que ça va me prendre encore trop de temps. Et de toute façon, les gens qui utilisent, ils sont sur le terrain, donc ça fonctionne pas sur tablette, votre truc, c'est sûr. Et puis surtout, moi, je veux pas que ça remplace le présentiel. Hein. Moi, j'adore trop ça. Ça me permet de m'évader d'ailleurs un petit peu et de passer du temps ailleurs qu'au boulot. D'ailleurs, le présentiel, c'est pas mal. Et puis, c'est évidemment trop lourd à déployer parce que c'est de la 3D, donc ça doit être compliqué quand même. Bon, voilà. Donc, en gros, toutes les bonnes excuses qui sont plus valides aujourd'hui, évidemment, puisqu'il y a des outils, ça a été travaillé pour ça. C'est le positionnement, en tout cas, de Serious Factory, c'est de vous apporter les outils pour. Évidemment, avant, on faisait ça, nous, manuellement, pour les clients qui nous demandaient, c'est des prestations de services, finalement. Et puis quand on a eu trop de goulets d'étranglement sur nos équipes et pas pouvoir gérer plus de 10 projets en parallèle, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire et vous donner la main sur des outils pour pouvoir le faire vous-même. Donc on a développé un produit. Si ça vous intéresse, on pourra en parler post-webinaire. C'est pas l'objet là, mais en tout cas, ces solutions permettent de concevoir très rapidement et sans forcément une compétence ni technique ni graphique, mais simplement d'avoir un peu de pédagogie et un peu d'inventivité et de créativité,
d'utiliser aussi en mixant avec des outils type de moteur conversationnel qui existent. Il y a plein d'outils sur le marché qu'on peut plugger sur ce qu'on crée, de la synthèse vocale, etc. Et donc, rapprocher des exemples de notre quotidien. Vous avez peut-être vu, là, un peu avant l'été, on a sorti un simulateur qui permet aux étudiants opticiens de s'entraîner pour bien conseiller un client qui veut acheter des lunettes. Et donc, on avait jusqu'à présent des solutions qui étaient 2D sur des simulateurs comportementaux. Vous en avez peut-être déjà vu parmi les nôtres. Et on a voulu pousser jusqu'à l'immersion dans un casque de réalité virtuelle. On est intégré dans cette boutique d'optique et puis on va, au travers de la voix, dire les solutions, les préconisations. Alors, ça reste encore des questions déjà proposées. Donc, c'est pas encore de la simulation complètement, mais c'est un peu plus interactif qu'un module e-learning où on va vraiment être en pratique et on va pouvoir traiter des simulations non linéaires et des scénarios non linéaires. Dans le même genre, ce que je présentais tout à l'heure, où cette fois, on a retiré tous les champs texte, toutes les propositions déjà prédéfinies, et on a branché un moteur de reconnaissance vocale, un moteur conversationnel, qui va donc analyser ce que vous allez dire. Donc, ce que vous dites va être transformé en texte. Ce texte va être analysé par un moteur intelligent du type ceux que vous rencontrez dans les agents virtuels sur les sites e-commerce. Et puis, il va comprendre le sens de la question qui va lui être répondu par le personnage virtuel. Et donc, on va simuler un vrai dialogue. Et là, on est vraiment confronté à ces compétences parce que si vous ne posez pas les questions dans le bon ordre, vous n'allez pas vous en sortir en fait et vous n'allez surtout pas comprendre son besoin. Alors que quand on préconise déjà quelques questions, on vous suggère et c'est plus l'intelligence de la situation qui fera qu'on va avancer. Ouais. Quelques facteurs clés de… Oui. Puisqu'on est entre nous et qu'on se dit les choses en vrai, si tu veux revenir juste en arrière sur la slide, parce que l'image m'intéresse. Moi, j'ai deux questions. Est-ce que en vrai, c'est suffisamment mûr et suffisamment exploitable pour imaginer que la jeune fille qui a le casque sur les yeux peut faire une séance de une demi-heure, 1 heure sans trouver que c'est un peu pénible ce poids sur la tête comme ça? Et est-ce que vraiment, sans vouloir essayer de piéger le système, c'est-à-dire lui parler trop vite et lui demander une recette de cuisine alors qu'on est en train de faire un entraînement commercial, mais est-ce qu'on arrive vraiment à dialoguer? Alors, le premier point, si vous faites un dispositif d'entraînement qui dure 1 heure, vous n'allez pas vous en sortir parce que l'attention n'y sera plus. Moi, j'ai essayé de regarder un film dans l'avion en utilisant mon casque, comme ça je me retrouvais au Grand Rex plutôt que d'avoir le petit écran de mon siège. C'est assez fatigant et pour les yeux et puis aussi pour la chaleur que ça peut dégager aussi, ce téléphone. Mais néanmoins, l'idée n'est pas de s'entraîner sur des exercices qui durent plus de 15 minutes. C'est ponctuel et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir travailler des situations ponctuelles et l'objectif n'est pas de reproduire toute une journée de travail et de s'entraîner pour voir comment on tient le stress sur une journée de travail. On n'en est pas encore là, il y aura d'autres systèmes qui existeront d'ici là, mais là c'est vraiment de mettre des petites phases d'entraînement sur des sujets précis qu'on veut travailler. Par exemple, on vient de faire une formation sur l'écoute active. On va vous mettre en situation sur l'écoute active. Voilà, quelques exercices sur l'écoute active. Ça va durer 1/4 d'heure. On peut en faire plein. Il y en a plein. Et en tout cas, ça sera d'autant plus intéressant une vidéo qui va défiler avec un quiz derrière qui va nous demander ce qu'on en a pensé et quel choix on va sélectionner. Donc, pour ces situations-là, ça va être très intéressant. Moi, je préconise pas de faire des simulations qui durent 1 heure. Sur le deuxième point, est-ce qu'on peut vraiment avoir un dialogue? Oui, on peut, avec les limites technologiques et de temps et d'investissement qu'on va vouloir se mettre. C'est certain que si vous êtes dans un simulateur où vous voulez travailler l'écoute active dans mon domaine d'activité de mon entreprise où on vend des voitures ou des chaussures, si je commence à lui parler de quel temps il fait dehors et pourquoi et si, alors c'est ce qu'on fait souvent d'ailleurs avec les avatars femmes, on lui pose, les hommes posent très souvent la question qu'est-ce que tu fais ce soir et des trucs comme ça. Mais bon, passer ça, quand on sait qu'on est dans un environnement professionnel d'apprentissage, on joue plus à ça très rapidement en fait. Et on se concentre vraiment sur le fond. Ensuite, ça dépendra du temps que vous allez consacrer à
à la liste exhaustive, plus ou moins exhaustive, des questions que vous voulez traiter, mais qui, encore une fois, sont dans un contexte d'apprentissage sur une thématique qu'on connaît à l'avance. Donc, on ne va pas forcément s'évader. Vous avez vu tout à l'heure, j'avais mis un visuel sur du médical où on voyait le patient qui était allongé. Là, on a un simulateur où on peut questionner le patient. Le patient, on va lui poser des questions, mais on va lui poser des questions qu'un urgentiste va poser parce que c'est le sujet en question. C'est de former l'urgentiste à savoir questionner, à poser les bonnes questions dans l'ordre. Et donc, on sait à peu près tout ce qu'il peut y avoir comme typologie de questions. Donc, peu importe dans quel sens, le moteur conversationnel, lui, va comprendre la syntaxe, la sémantique, pour les meilleurs d'entre eux, la linguistique, et encore pour les meilleurs, le pragmatisme. Le pragmatisme, c'est l'historique de la conversation. Par exemple, est-ce que vous fumez? Oui. Depuis quand? Allez demander à Google depuis quand, il vous répondra rien du tout en fait, parce que ça sortira du contexte. Et c'est ça qui est intéressant avec ces simulateurs-là, c'est qu'on peut faire du pragmatisme. Et donc travailler des vrais dialogues riches, plus ou moins riches suivant le concepteur pédagogique, mais oui, on peut en faire. L'exemple de l'ORT, celui du haut là, ça va être mis en production très prochainement dans l'école. Donc réellement pour s'entraîner, c'est pas un gadget. Donc c'est pour répondre à cette question-là, oui, on peut. D'accord, merci. De rien. Alors on en était au facteur clé de succès pour mettre en place de tels dispositifs. Évidemment, pour bénéficier au mieux de ces atouts, des atouts de la simulation virtuelle dont on a parlé, la simulation doit être flexible. Elle doit s'adapter à toutes les évolutions, les contenus, le hardware, etc. En tout état de cause, la technologie doit savoir s'oublier. Elle doit savoir s'oublier parce que si on se concentre sur de la technique, ben on va en oublier l'immersion, enfin on va être défocalisé de l'immersion. Le dispositif, la technologie en tout cas, doit être secondaire dans le succès et moins on va ressentir cette technologie et plus l'immersivité va agir. Et donc l'effet d'apprentissage et d'acquisition de compétences va fonctionner. Bon, bien sûr, la technologie doit être fiable pour garantir tout ça. Et aujourd'hui, en tout cas, et demain, ça sera toujours le cas, fonctionner sur tout type de support sans avoir de restrictions parce que la restriction va couper les ardeurs et on va cibler moins de monde. Donc forcément, il faut être le plus ouvert aux technologies d'aujourd'hui et de demain. Donc, penser très en amont l'architecture applicative et la technologie qu'on va utiliser pour qu'elle soit évolutive au fur et à mesure des développements et techniques et de l'entreprise. Les fichiers sources doivent être mis à jour par n'importe qui et essentiellement par ceux qui conçoivent, par ceux qui utilisent la formation, donc les entreprises qui achètent des dispositifs digitaux d'entraînement ou qui les conçoivent eux-mêmes. Ça doit pouvoir être mis à jour. C'est terminer les erreurs que tout le monde a fait depuis des années sur des modules flash qui nous restent sur les bras et dont on ne peut rien faire aujourd'hui parce que la boîte a disparu. Donc aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très très important pour ne pas se tromper. Et puis, il faut pas confondre ludique et comique. Le ludique, c'est vraiment faire appel à des usages de plaisir pour pouvoir apprendre. Le comique, c'est un des axes pour faire passer de l'information. Enfin, pour terminer, je dirais la réflexion du jour, le ROI ou le ROE. Donc, ROI, retour sur investissement. ROE, le retour sur les attentes. Il y a eu souvent et encore aujourd'hui la question, est-ce qu'on doit plutôt se focaliser sur les attentes? En fait, les deux. Il ne faut pas se poser la question. C'est simplement que le retour sur les attentes, c'est plutôt exprimé par les gens qui vont consommer ce dispositif. Alors que le retour sur investissement, c'est ceux qui les commandent et qui les payent et qui les gèrent. Donc plutôt les directions RH, les directions formation. Et évidemment, la demande vient du terrain. Quand on a besoin de monter une formation sur un sujet particulier, on a des attentes, on a des objectifs. Mais aujourd'hui, et c'est pas prêt de changer, il y a les contraintes budgétaires, les budgets qui se restreignent de plus en plus. Et encore, on a de la chance en France, on est obligé de les faire. Mais on doit de plus en plus faire attention au retour sur investissement. Alors c'est compliqué de calculer le retour sur investissement, mais pas tant que ça finalement. Il y a plein de méthodes, hein, mais on peut imaginer une approche. Alors je vais vous donner un exemple pour calculer un retour sur investissement de formation.
Ce n'est qu'un exemple. Alors, la première étape, ça va être de calculer le coût global du dispositif d'entraînement. Donc, ce coût global de l'outil lui-même, hein, pour le concevoir, et puis aussi pour les personnes de l'entreprise qui ont participé à le concevoir. Ça, c'est quelque chose que les donneurs d'ordre, les commanditaires oublient, parce que ça fait partie du PNL de l'entreprise. Les gens sont embauchés, on ne compte pas leur salaire des heures qu'on passe dessus avec le prestataire. Et souvent, le cahier des charges et la proposition technique et financière est estimée que sur le prix global du dispositif que va faire le sous-traitant, mais on en oublie les interactions par manque de connaissance du prestataire. Et puis, on va ajouter en valeur les heures passées en entraînement par toutes les personnes qui vont s'entraîner et qui, pendant ce temps-là, ne bossent pas. Donc, tout ça, ça va nous donner le coût global du dispositif d'entraînement. La deuxième étape, c'est de travailler sur l'estimation du coût des échecs ou du dysfonctionnement dû à un manque de maîtrise de la situation. C'est quelque chose de très, très important. Le fait de ne pas savoir coûte énormément dans l'entreprise. Et c'est quelque chose qu'on néglige, mais savoir identifier ce qu'on aurait pu économiser ou gagner si les gens avaient été formés, c'est quelque chose qu'il faut considérer dans le calcul du retour sur investissement. La troisième étape, c'est le calcul du taux d'amélioration grâce à quoi les gens vont être formés. Qu'est-ce que je vais gagner? Quels sont les indicateurs de performance, les indicateurs de qualité, suivant ce qu'on veut mesurer. Et enfin, le calcul du ROI, ben, c'est le coût des échecs fois le taux d'amélioration divisé par le coût global. Et ça nous donne une valeur qui, en soi, ne veut rien dire si on ne la compare pas dans le temps. Donc, l'évolution du ROI, c'est aussi important que le ROI lui-même. Voilà. William, est-ce que tu as des exemples chiffrés justement de type que tu as pu rencontrer dans tes expériences clients? Pour être honnête, non. J'ai pas là des chiffres à vous communiquer. C'est plutôt les entreprises elles-mêmes qui les font. Enfin, c'est pas nous personnellement. Moi, j'ai pas été confronté à le faire moi-même. Et les entreprises qui nous les demandent ne vous fournissent pas forcément ce type d'informations. Là, ça, c'est un calcul qu'on a élaboré avec ILDI pour le livre blanc, le premier livre blanc sur l'immersive learning. On s'est dit, tiens, il y a quand même quelque chose qui tracasse un peu tout le monde, c'est comment on mesure le ROI. Donc, on a imaginé ce calcul-là, mais est-ce que les entreprises l'utilisent? Ben, on ne le sait pas forcément. Mais en tout cas, ça a le mérite de donner une valeur qu'on peut comparer, mesurer et mettre en tout cas en exergue chacun de ces éléments du calcul qui est intéressant à proprement parler. Se poser la question, ne serait-ce que se poser la question de calculer le coût du dispositif, de calculer le coût de l'échec, de calculer le taux d'amélioration qu'on souhaiterait obtenir, c'est déjà énormément de choses gagnées avant même de concevoir et de se lancer dans la conception en amont de ce dispositif. Même si on ne veut pas chercher, si le ROI lui-même n'est pas intéressant, se poser ces questions-là, c'est déjà vachement bien. En tout cas, l'autre il y a eu... l'autre façon de calculer le ROI serait d'être plus positif et de se dire qu'avec de l'entraînement, on a des ventes supplémentaires. Voilà, mais ça c'est difficile à imaginer l'impact que peut avoir une formation sur une amélioration de performance où on accroît quelque chose. Par contre, quand on a un bon système qualité, on sait analyser d'où sont les origines des dysfonctionnements, d'une vente perdue ou ce genre de choses. Et ça peut paraître pas très positif de calculer le ROI sur la valorisation des échecs, mais très souvent quand on est justement dans l'immersive learning, l'entraînement est là pour limiter les échecs, les réduire ou réduire leurs conséquences parce que on aurait une meilleure préparation et le ROI peut être une façon de calculer dans ce sens-là. Mais même si c'est quelque chose qui, du point de vue de l'idée, peut paraître simple, on voit que la mise en œuvre est un peu compliquée comme tous les ROI et c'est pour ça qu'il y a très peu d'entreprises qui communiquent réellement sur des vrais calculs de ROI. Oui, tout à fait. Alors après, il y a un autre point à considérer aussi. Il y a eu une étude qui a été faite là, il n'y a pas très longtemps sur les meilleures entreprises où vivre, où travailler. Et ils se sont rendus compte en regardant dans le top 100 des Fortune Companies qu'il y avait 65% de turnover en moins
que dans les autres entreprises. Et ils ont commencé à regarder et ils se sont rendus compte qu'en fait, l'accent était mis sur la formation. Les gens étant formés ont toujours la sensation et l'impression d'évoluer, de grandir, et c'est même parfois plus important que le salaire lui-même, parce que ils ont la vraie impression de grandir. Et c'est super important aussi dans l'état d'esprit même de l'entreprise et dans le bien-être de l'entreprise. Donc à ne pas négliger. Question de la foule. On délire. Alors je vous rappelle que j'ai laissé le micro ouvert à tout le monde, hein. Certains l'ont coupé, mais on vous écoute pour vos questions si vous en avez. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut avoir, quel est le conseil que William nous donnerait si, en qualité de centre de formation, on souhaitait développer sur son offre une partie des programmes en réalité virtuelle ou réalité augmentée? Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est envisageable par des professionnels de la formation, ou est-ce que c'est encore trop tôt et il vaut mieux externaliser ce service? Alors, il y a deux approches. Il y a d'une part la régularité de ce type d'usage. Si vous le faites régulièrement et si vous généralisez ces usages dans vos dispositifs, ça sera évidemment plus intéressant d'investir dans une solution qui vous permette de le faire et d'investir dans du temps pour apprendre à le faire vous-même, plutôt que de faire appel à un prestataire qui vous fera pas grandir en fait parce que vous allez toujours déporter la compétence. Maintenant, si vous le faites que très peu de fois et que c'est vraiment ponctuel dans un type de dispositif, évidemment, c'est peut-être pas nécessaire d'investir dans un outil. Maintenant, il existe des outils. Donc nous, on en a un. Je vous présenterai bien volontiers plus tard. Mais nous, on a développé un outil qui permet de concevoir des mises en situation réalistes qui vont jusqu'à l'immersive learning dans des casques de réalité virtuelle, hein. Donc, c'est des outils qui vous donnent la possibilité dès aujourd'hui de le faire. Donc, on peut avoir une idée. Faut pas que ce soit un gadget en fait. Faut pas utiliser la réalité virtuelle pour l'utiliser parce que le petit copain d'à côté l'a fait, hein. Faut vraiment que ce soit utile pour l'objectif pédagogique à atteindre. D'accord. Est-ce qu'on peut néanmoins avoir une idée de, je sais pas si le modèle économique c'est un coût à l'heure un coût à la demi-heure ou au quart d'heure de production. Est-ce qu'il y a quand même économique pour apprécier ce que représenterait un investissement si on veut enrichir les solutions de formation? Alors oui, on va revenir au slide d'avant et on va s'intéresser effectivement au coût de ne pas savoir faire. Alors c'est bien de savoir, mais savoir faire c'est le plus important. Donc l'estimation du coût des échecs et de ne pas savoir faire, manque de maîtrise de la situation, le coût du dispositif global. Donc là, en ce qui concerne notre logiciel, ça va pas être très cher, hein, c'est moins de 2000 €. Donc ça va pas vous. Ça va pas... Voilà, ma question c'était plutôt d'avoir des éléments de coût pour produire, pas. Alors la production, calcul de retour sur investissement. Ça va vraiment dépendre de si vous voulez, si c'est vous qui avez toutes les compétences de production, y compris la conception pédagogique du scénario lui-même, ou si vous travaillez avec un prestataire qui va le faire pour vous. Donc ça peut aller de 1500 € à plusieurs centaines de milliers d'euros suivant le simulateur, hein. Donc il faudrait vraiment regarder au cas par cas sur les idées que vous avez. Ok. Mais je retiens que le coût logiciel est peu élevé. Ah, le coût logiciel est peu élevé. Pour être précis, il est à 1790 € par personne et par an. D'accord. Pour la conception pédagogique, hein. Et avec ça, vous faites autant de simulateurs que vous le souhaitez. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. On en reparlera. Oui, c'est. Non, mais disons que l'idée de ce séminaire, c'est vraiment d'essayer de grandir ensemble et d'interagir. Même pour moi, d'ailleurs, hein, vos questions sont importantes pour moi aussi. Et pas forcément d'essayer de vous vendre quoi que ce soit. Justement, est-ce que tu as... Pardon, oui, allez-y. Non, non, mais Philippe. Oui, j'avais une question moi sur des éléments sur la mesure du ROI. Donc, on voit bien que c'est très encore secret et gardé jalousement au sein des institutions. Est-ce que toi, tu sens que cette approche d'immersive learning est quelque chose qui se développe et qui est, tu as listé les mythes qui
existaient encore les freins que tu rencontrais, mais est-ce qu'aujourd'hui ce frein-là commence à être levé? Est-ce qu'il y a une tendance à utiliser davantage? Est-ce que c'est quelque chose pour lequel les responsables formation ont quand même moins de freins? Ou est-ce que c'est encore long et compliqué comme combat? Alors, nous, on est dedans. Donc, les seuls indicateurs qu'on peut voir, c'est le nombre d'appels entrants qu'on a qui explose. Donc, vraiment, les entreprises se lancent dans ces domaines d'activité et puis se lancent d'autant plus facilement qu'il y a des outils aujourd'hui. Et pas simplement des outils pour concevoir de l'immersive learning, mais aussi des outils pour analyser l'expérience et faire des remontées très pointues et très spécifiques à chacun des individus qui va s'entraîner pour évoluer individuellement. Donc, c'est des usages globaux, y compris sur les plateformes, les LMS, hein, qui intègrent ces usages-là. Alors, on va peut-être pas rentrer dans les détails parce que je ne sais pas trop le niveau des uns et des autres, mais il y a la norme SCORM qui va analyser les remontées statistiques d'usage d'un dispositif de formation digitale. Et il y a d'autres usages, comme il y a XAPI qui est en train de remonter encore plus d'informations. Et donc, le prédictif va commencer à prendre le pas sur la formation et inciter les uns et les autres de s'entraîner sur un point particulier. Donc, évidemment, c'est avec la réforme de la formation professionnelle, ça va pousser tout le monde dans ce sens-là. Les usages se développent de plus en plus. Le coût descend, évidemment, grâce aux outils. Et donc, pourquoi se priver? Moi, j'avais une petite question, William, au niveau des moteurs conversationnels, là. C'est en français, donc vous les avez en multilangue, et est-ce que c'est un français spécifique? Qu'est-ce que tu Alors, pourrais... j'ai envie de dire, chacun son métier. Moi, nous, on ne Oui, développe pas de moteur conversationnel, on intègre les moteurs du marché et on va intégrer généralement le meilleur moteur de chaque pays, parce que chaque pays est plus spécifiquement développé pour son pays, forcément, qu'un étranger va pouvoir le faire. Alors, on travaille avec des partenaires hein, qui sont spécialisés dans ces domaines-là et nous, on va intégrer et interfacer justement ces outils, ces technologies dans nos applicatifs. Donc oui, le moteur est bien développé dans chacun des pays. Il y en a toujours. Après, il y a des acteurs qui sont un peu plus globaux comme IBM et autres grands pontes de la R&D et de l'intelligence artificielle. Mais il existe un certain nombre d'acteurs et on peut comparer hein, les résultats. mais toi, donc, dans ce que vous avez intégré, vous arrivez à des conversations assez naturelles et sur différents thèmes, que ce soit sur les lunettes ou Alors, sur l'attitude des clients, là où... faut pas se leurrer. Aujourd'hui, on n'est qu'au début hein, de ces usages-là. Hein. Tout le monde n'a pas encore fait le pas de s'entraîner dans un casque de réalité virtuelle où on va parler aux personnes. D'abord, c'est bien pour des relations interpersonnelles, mais c'est pas forcément le cas pour manipuler des produits, des objets, par exemple. Mais pouvoir échanger, dialoguer, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça fonctionne pour peu qu'on se donne suffisamment de temps et de réflexion sur les différents cas de figure pour que ça fonctionne. Si on prévoit que 3 questions possibles et 3 réponses, ben on va vite rentrer dans le mur. Hein. D'accord. Donc ça se travaille plus au niveau de du paramétrage de ce moteur, plus que le moteur lui-même en fait. Et on l'enrichit donc avec des bases de vocabulaire aussi ou comment ça se passe? Bah, là, encore une fois, on est sur un domaine professionnel où on sait sur quoi on va s'entraîner. Donc le vocabulaire, il est adapté à cette situation-là et on sait être exhaustif sur le vocabulaire. D'accord. Après, le vocabulaire, c'est une chose, la conjugaison, c'est encore une autre, la langue, c'est encore Oui, une autre, et ça, c'est le boulot du moteur. oui, c'est ça. Je pense que le moteur, il doit déjà savoir faire ça. Moi, je pensais Ah plus. oui, oui, Ok. oui. Vous pouvez le tutoyer, le vous voyez, inverser les sujets, lui parler en SMS, il va comprendre. Enfin, pour peu que le moteur soit bon, hein. C'est ce qu'on intègre en tout cas. Voilà. D'accord. Merci. De rien. D'autres questions? Oui, moi j'avais une question, c'est David. Ça semble, la réponse semble adaptée à de la vente ou de la relation client. Moi, j'aurais besoin de faire de l'immersion dans un environnement particulier. Donc, il y a toute une modélisation à faire, la Ouais. modélisation 3D. Et ça semble pas du tout évident. Alors,
tout va dépendre de l'objectif. Est-ce que l'objectif, c'est d'interagir avec cet environnement, et auquel cas, c'est utile de le redévelopper en virtuel, ou est-ce que faire une photo 360 ou un film 360 n'est pas suffisant si l'objet est d'échanger avec quelqu'un, avec un personnage virtuel dans cet environnement, et l'environnement a peu d'intérêt finalement. Évidemment, ça ne sera pas les mêmes coûts, et tout dépendra vraiment de ce que vous souhaitez faire. Si l'objet, c'est vraiment d'interagir avec les éléments 3D de cet environnement, alors il faut passer par la modélisation, et là, c'est forcément une prestation de service sur mesure, et vous ne pourrez pas le faire de manière individuelle dans un outil suffisamment générique pour faire tout ce que n'importe qui voudrait faire. Pas encore. C'est ce que je pensais. Voilà. Mais ça se fait, hein. Nous, je n'ai pas montré dans les slides là, mais on a fait, il n'y a pas très longtemps, on est encore en train de travailler dessus sur la suite du scénario. On a fait une formation pour des aiguilleurs dans un centre d'aiguillage, où on a remodélisé en 3D tout le centre d'aiguillage. Ça n'a pas été si coûteux que ça à l'arrivée, et on va pouvoir manipuler chacun des leviers avec un séquencement adapté à la formation. Et donc, on sait interagir avec des éléments en mixant avec des personnages virtuels et donc dialoguant. On sait mixer tous ces usages-là. C'est encore une fois dans le retour sur investissement qu'on va viser. Est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est gadget? Et on vous poussera jamais à faire quelque chose de gadget parce que ça ne sert à rien en fait. Donc, est-ce que c'est intéressant? Je l'ai vu, la modélisation du poste. Oui, très bien. Voilà, c'est super. Et c'est là-dessus que mon besoin il est plus sur ce genre de modélisation, moins sur de l'interaction avec des personnages. Mais là, encore une fois, on l'a fait parce qu'il y avait un besoin de manipuler ces leviers. Mais si l'intérêt était de regarder l'écran de contrôle qui est au-dessus ou de travailler sur l'ordinateur qui est derrière, il n'y avait pas de nécessité de le faire. Mais là, on savait que c'était un usage utile, parce que c'était l'objet même de la formation. D'accord. Comme vous pouvez avoir des formations sur le montage, le démontage d'un produit, et là, pour le coup, il faut que l'objet soit là. Mais du coup, j'ai vu aussi ça. Ouais. parfois il existe déjà, la modélisation 3D de l'objet existe déjà. Chez le fabricant, a priori, il a déjà lui-même une modélisation. Donc il faut essayer. Alors les produits, oui, pour tous les produits, c'est généralement le cas. Après, quand on veut travailler, quand ça doit être une modélisation d'un lieu, là, c'est évidemment, ça n'existe pas. L'architecte va pas vous donner les modèles 3D, etc. Donc il y a plusieurs techniques, hein. On va pouvoir mettre des outils pour scanner l'environnement et ça va reproduire en 3D le maillage avec la texture par-dessus. Mais si on doit, ça a des contraintes, c'est-à-dire que ça va scanner avec comme une photo, mais ça va rendre en 3D l'ensemble. Mais si on veut regarder derrière un objet, on n'aura pas le maillage de ce qui est derrière. Donc là aussi, ça va vraiment dépendre de l'objectif à atteindre. William, est-ce que tu as des retours d'apprenants, d'utilisateurs de tes solutions en immersive? Quel est leur feedback, j'allais dire, en matière à la fois de qualité d'apprentissage, de confort d'apprentissage et d'appréciation de leur performance une fois de retour à leur poste de travail? Alors oui, on a beaucoup de retours. Alors déjà, les clients eux-mêmes, on est même parfois même étonnés de la complexité des scénarios qu'ils arrivent à faire avec notre logiciel. C'est intéressant parce que c'est un peu comme quand vous utilisez PowerPoint, hein. Il y en a qui vont faire juste des prêts et puis il y en a d'autres qui vont faire des films avec, hein. Donc il y a des nouveaux usages qui sont en train de se créer et la pédagogie suit ces usages-là. Et les retours qu'on a du terrain sont que l'immersion et l'expérience est bien plus intéressante que être passif devant une vidéo, même interactive. Maintenant, on arrive à faire des vidéos interactives. Mais être acteur de sa formation, c'est un des 7 leviers là, dont je parlais tout à l'heure. C'est être acteur, c'est agir, c'est interagir, manipuler et avoir le choix de l'erreur. Ça, si les outils ne sont pas ceux qu'on propose ici, on peut pas le faire en fait. L'interactivité est affaiblie. Alors l'immersivité dans un casque, dans un environnement, amplifie encore cette expérience et cette interactivité parce qu'on ne voit plus l'extérieur. On n'est plus perturbé par l'extérieur. On est perturbé peut-être oralement
Quand on parle, on s'entend pas forcément, mais avec le casque, on est un peu isolé aussi. Mais c'est tous ces usages-là, donc l'immersivité qui fait qu'on est plus concentré et on se rend compte qu'on passe plus de temps dans le dispositif que si on était sur un écran 2D en fait. Ah, j'entends plus. La qualité de l'apprentissage perçue par l'apprenant, tu as un retour plutôt favorable. Et le côté transposition au poste de travail, ça aussi, tu as pu constater des choses, tu as des échos là-dessus? Alors oui, on a un certain. Alors suivant les domaines d'activité. Alors je prends l'exemple de la vente, c'est un très bon exemple la vente parce que le retour sur investissement, c'est les ventes. Quand on va former des vendeurs à une méthode de vente, il y a à connaître la méthode de vente et la mettre en pratique. Et la mettre en pratique, c'est ce qui fait que les ventes augmentent. Alors c'est moins vrai dans le domaine du digital où il y a le marketing qui agit, etc. Mais quand vous prenez des vendeurs en boutique, c'est instantané. On a le cas d'un opérateur téléphonique qui a utilisé ces méthodes-là et qui s'est formé sur de tels simulateurs d'apprentissage. Et encore une fois, le simulateur, c'est pour s'entraîner. Donc, ça passe après la formation théorique pour apprendre la méthode. Et qui a multiplié par 3 ses ventes en moins d'un an. C'est pas des petits chiffres. Alors après, ça dépend de combien on part, mais c'est quand même des boutiques, 1500 personnes. Donc, c'est déjà pas une petite entreprise. Donc, il y a quand même des usages et des domaines d'activité où c'est hyper pertinent. En fait, toutes les relations, les situations de relations interpersonnelles face à une ou plusieurs personnes. Alors, on a un ROI technique comme l'augmentation des ventes quand c'est de la vente, mais s'entraîner sur un entretien d'embauche ou s'entraîner à faire passer des entretiens d'embauche, comment vous mesurez l'impact pour l'entreprise? C'est peut-être moins de temps à passer à traiter des CV et à recruter et à rencontrer que les bonnes personnes, ou réussir son entretien d'embauche et être recruté en moins de temps que si on n'avait pas été formé. Donc, c'est se mettre dans des situations qu'on ne vivrait pas obligatoirement de manière logique dans la vraie vie, quoi. Est-ce qu'il y a une dernière question pour William? Le temps, notre quota Oui, étant presque atteint. j'ai une question pour William. Moi, je suis aussi, enfin, ce genre de solution, ça me plaît beaucoup. Immersive learning, enfin, évidemment, c'est l'avenir c'est un côté avenir de la formation. Mais pourtant, ça fait quand même, bah, ça fait 10 ans du coup que vous avez ouvert votre entreprise. Ça Ça fait fait que longtemps 4 ans qu'on est dedans. D'accord, ok. En fait, on a un autre métier et c'est ce métier-là de l'immersive learning, ça fait que 5 ans en fait qu'on fait de la R&D dessus. D'accord. Et oui, Ok. oui, En je tout vois cas, le projet. ça fait longtemps qu'on en entend parler, que ça, là, on voit que ça commence à se mettre en place sur le marché. Euh, Quel est l'avenir de ça? Moi, quand j'en parle à des clients, donc je vends la formation e-learning et des solutions de formation digitale, quand on en parle en fait avec des clients, on se rend compte que c'est vite cher en fait, ce genre de solution. Alors, quel est l'avenir? On voit que ça commence à se démocratiser. Comment est-ce que dans l'avenir ça se démocratisera encore plus et, euh, et qu'on pourra en profiter encore plus rapidement et plus souvent? Alors, comment ça va se démocratiser? Ben, c'est simple, il faut acheter notre licence, notre logiciel. Donc, vous allez pouvoir en faire plein, plein, plein. Mais vous allez en faire plein et tout le monde va en faire plein. Et donc, plus il y en aura et plus les usages vont être évidents. C'est comme YouTube, hein, quand au début ça a été lancé, il y avait quelques vidéos qui étaient faites par ceux qui ont fondé l'entreprise. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte de l'utilité d'avoir un outil exprès pour. Et donc, les gens se sont mis à les faire et de plus en plus facilement. Donc, partager. Le fait de partager, ben, on apprendra encore plus vite et puis on va pouvoir créer des modèles pour d'autres. L'intelligence de l'entreprise va rester dans l'entreprise et s'entraîner et mettre à jour les contenus, ben, c'est la pérennité de l'entreprise qui est derrière. Donc, ces usages-là répondent aux 10 mythes dont je parlais tout à l'heure. Le mythe de c'est très cher, non, c'est fini ça. En fait, c'est fini. Ça dépend de ce que vous voulez faire, évidemment. Mais dans la majeure partie des cas où on souhaite acquérir une compétence comportementale face à des gens, on a des outils maintenant qui permettent de gagner énormément de temps pour acquérir la compétence. Le c'est trop cher, il faut le mettre dans le calcul du ROI. C'est pas juste une seule composante du ROI. C'est qu'est-ce qu'on gagne
en faisant cet investissement-là? Et qu'est-ce qu'on perd si on ne le fait pas? Et la formation présentielle, c'est super, la formation présentielle. On adore tout ça, c'est vachement pertinent. Mais est-ce qu'on peut le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps pour tout le monde? Il y a quelqu'un qui arrive et qui repart dans 3 mois. Est-ce qu'on va le reformer? Est-ce qu'on va reformer le nouveau qui arrive? Est-ce qu'on va faire une formation pour une personne? Donc, il y a plein de cas de figure. J'ai pas dit que l'immersive learning va remplacer tout ce qui existe aujourd'hui. Mais il y a énormément de cas de figure où intégrer ces dispositifs dans un programme de formation, dans un programme de formation, c'est très utile. Oui, ça, j'en suis à peu près convaincu. Je pense que ça se démocratisera autant que le e-learning s'est démocratisé Exactement, la décennie précédente, quoi. exactement. Ok, parfait. Philippe, tu reprends la main peut-être pour notre petite conclusion? Exactement. Un grand merci William hein, déjà de ton intervention. Merci d'avoir été le premier à animer un épisode de cette nouvelle saison 100% en ligne. Et donc, Philippe. Alors donc d'ici demain sur l'application et sur le site Learning Happy Hour, vous recevrez un petit message et sur l'application, si vous allez regarder le replay, vous verrez la vidéo de cet épisode et le support de William à télécharger sur le site également. Voilà à quoi vous servir là. Une petite nouveauté dans les messages que je vous ai envoyés, vous avez la possibilité de vous abonner au calendrier des épisodes du Learning Happy Hour. Donc vous pouvez ajouter à votre calendrier les épisodes jusqu'à la fin de la saison pour ne pas les rater. Et puis on va se retrouver le 14 octobre pour le 3e épisode de cette saison où on va parler d'innovation en formation et on va avoir un des acteurs les plus féroces dans le domaine de l'innovation et des plus productifs et je pense un de ceux qui en France a réellement creusé le sujet et a réellement expérimenté l'innovation en formation, c'est Denis Christol. Pour ceux qui le connaissent pas, Google va vous sortir 372 millions de pages sur tout ce qu'il a pu produire. Et c'est son activité de diriger l'ingénierie des dispositifs de formation en CNFPT. Et Dieu sait s'il fait preuve de créativité et d'innovation, donc il va venir nous en parler le 14 octobre. Voilà. Ah. Donc, Donc chacun ouvre sa bouteille Merci. de son côté. C'est ça. voilà. Donc, ça sera un Et la plaisir générosité. après la collaboration et l'échange. Et donc, on vous souhaite une excellente soirée. Encore un grand merci, William. Et donc, Merci le William. Oui. Merci à le vous. replay à Merci. disposition dès demain pour ceux qui étaient présents s'ils veulent renforcer les ancrages, comme on dit. Et puis, pour ceux qui ne l'étaient pas, on leur met à disposition, bien entendu, ce nouvel épisode. Merci, excellente soirée à tous. Merci beaucoup. Merci, Bonne bonne soirée. soirée. Au revoir. Merci, au revoir.